ceci, c'est mes commentaires sur un article sur les conséquences génétiques du don de sperme en série, article de Simon Gravel. La question était comment est-ce que la pratique du don de sperme en série impacte le risque génétique pour les enfants conçus par don et leurs descendants. Donc, dans leur recherche, ils évaluent deux choses. Quel est l'impact réel de la consanguinité sur le risque de défaut de naissance et quelle est la probabilité d'union consanguine dans le contexte de don de sperme en série. Pour évaluer la probabilité de défaut à la naissance liée au mariage consanguin, ils font une revue de littérature d'études publiées en Suisse, au Bangladesh, etc. Puis ils arrivent à déterminer qu'un mariage consanguin au premier degré, c'est-à-dire frère-sœur, va créer une probabilité de défaut de l'ordre de 15 % de mortalité, morbidité, quelque chose de grave. Là, on parle de consanguinité au premier degré, alors que dans le don de sperme, ce n'est pas frère et sœur, mais c'est demi-frère, demi-sœur. Pour évaluer la probabilité d'un mariage consanguin involontaire, ce qu'ils font, c'est de dire que j'ai 600 descendants, puis il y a 1 400 000 enfants dans la même tranche d'âge. Alors, si les mariages sont faits au hasard, ça va faire 700 000 mariages. Sur ces 700 000 mariages-là, qu'est-ce que la statistique dit comme probabilité qu'il y ait 2 enfants issus du 600 qui soient conjoints? La probabilité est de 0,1, 0,29. Donc, il y a une chance sur 10 qu'un des mariages, des 700 000 mariages, soit un mariage en consanguinité involontaire. Maintenant, on va regarder une autre question, la gestion des gènes récessifs dans le cadre du don de sperme en série. Tous les êtres humains sont porteurs d'un certain nombre de mauvais gènes récessifs. Ordre de grandeur, 10 mauvais gènes pour 25 000 gènes identifiés en 2026. Moi, je suis porteur d'un mauvais gène récessif associé à la synthèse de la FAH. Je suis en parfaite santé, la bonne version du gène fait la job. Si une personne a 2 gènes récessifs qui ne font pas la job, il y a un problème. La FAH n'est pas synthétisée, puis la personne doit prendre un médicament pour compenser. Le médicament s'appelle la NTBC. Il prévient l'accumulation de toxines qui auraient causé une maladie appelée tyrostomie héréditaire de type 1. Au Québec, il y a 80 000 personnes qui sont porteurs d'un mauvais gène récessif associé à la déficience en FAH. Donc, dans le groupe d'âge des enfants, ça fait environ 15 000 personnes. Les mariages problématiques, ce ne sont pas que des mariages consanguins. Sur les 600, il y en a 186. Ces 186-là, s'il en marie un autre des 186, il y a le risque d'avoir le problème de la déficience en FAH. Cependant, ce risque-là existe avec les 15 000 autres. L'avantage d'être un donneur en série, c'est que le gène est identifié, le risque est identifié. Alors, on ne va plus aller avec une méthode bête de faire attention à la consanguinité. Une conseillère en génétique peut tester n'importe lequel des 15 000 enfants avec lesquels il y aurait un projet parental. Donc, les enfants issus de ma génétique ont la capacité de faire tester les conjoints-conjointes sur ce gène-là. La Régie de l'assurance maladie fait ça. C'est un service qui est offert dans le cadre d'un conseil génétique en projet parental. Les femmes
aiment prendre les donneurs comme moi, donc on vient des donneurs en série. Il n'y a pas de risque génétique associé à la congélation-décongélation. C'est un risque qui est évité. Les cliniques font ça pour gérer le risque des MTS, mais c'est quand même une technique qui vient avec une probabilité de faire des mutations à l'ADN, des mutations génétiques, puis des défauts de naissance éventuels. Il y a 3 techniques qui sont utilisées par les cliniques: in vivo, in vitro et in vitro avec injection intracytoplasmique du spermatozoïde. Lorsque vous considérez la clinique, je vous invite à demander à la personne quelle est la probabilité de défaut de naissance associée à la technique que vous considérez. Une partie de la probabilité de défaut de naissance vient du risque de mutation génétique associé à la congélation-décongélation du sperme. C'est un risque qui n'est pas présent avec moi. Une chose qui est bizarre avec le mandat qui a été donné à Simon Gravel, c'est que c'est spécifique aux serial donors, aux donneurs en série. Cependant, par exemple, le docteur Kirk Maxey en aurait fait, selon son propre compte, 400 dans sa région locale de Ann Arbor, et ça ne m'étonnerait pas que ce soit plus que 400 étant donné le nombre d'années qu'il a servi. Donc, le problème du risque de consanguinité est connu dans l'industrie. Les gens en parlent au Food and Drug Administration aux États-Unis. Eu égard au Canada, la compétence serait Santé Canada. Are you a doctor? Are you a doctor? You're a brilliant doctor. Not exactly. I'm not even a psychologist. Les lesbiennes, parfois, pensent qu'à miner un petit peu un donneur, ça peut faire que l'enfant va moins s'y intéresser. Les psychologues disent de ne pas faire cela. L'enfant, éventuellement, il vient à douter de la capacité de ses propres parents légaux de l'accompagner sur son chemin de vie. Il va avoir éventuellement une quête de connaissance de ses origines biologiques. Ça commence vers 12-14 ans. Où est-ce qu'il va se poser la question, c'est qui son donneur, c'est qui ses demi. Les enfants issus de dons souvent se regroupent sur Internet, par exemple dans des groupes Facebook, puis éventuellement vont organiser des rencontres, typiquement annuellement. Les enfants qui veulent aller à la rencontre vont pouvoir rencontrer d'autres demi. Le fait que mon groupe est très géographiquement concentré aux alentours de Montréal, ça fait que les enfants ne sont pas économiquement exclus de la capacité d'aller à ces rencontres de grands groupes-là. Je suis très content de ça. Je pense que ce qui est le plus important dans la réalité d'être un enfant conçu par don, c'est la capacité de participer aux grands groupes. Les affaires de consanguinité, c'est très banal. Puis en plus, ça avantage les enfants, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, parce que les mauvais gènes sont identifiés, les risques avec la population en général sont réglés, alors qu'un Québécois normal n'est pas capable de régler ce risque-là. Donc, mais ce qui est important, c'est pour l'enfant issu de don, c'est le grand groupe. Cette réalité de vie-là, qu'il va commencer à connaître vers 14 ans ou vers 25 ans, puis qu'il va l'accompagner jusqu'à la fin de ses jours. Éventuellement, il va pouvoir présenter son conjoint à cette communauté-là, puis le conjoint, comme ça, va pouvoir participer aux activités comme conjoint. C'est une belle vie, c'est des belles opportunités, puis je suis très fier du groupe que j'ai fait. Ce groupe de 600 enfants-là, je suis très fier pour les enfants d'avoir la chance de faire partie de tout ça plutôt que d'être des enfants de donneurs américains qui vont tout le temps être dans une quête déçue. La question à l'étude est: est-ce que le don de sperme en série a un impact sur le taux de défaut de naissance? On sait que le taux de défaut de naissance normal est de l'ordre de 3 %. Il y a 3 aspects à regarder. Il y a la question de la consanguinité,
Il y a la question de l'avantage de connaître la génétique pour pouvoir donner un conseil éclairé en projet parental, ce qui diminue la probabilité de défaut de naissance. Puis, l'opportunité d'éviter les techniques de congélation-décongélation qui induisent des risques de défaut de naissance aussi. Donc, pour les 3 techniques, la consanguinité, d'après l'étude, ne donne pas un problème réel en termes de probabilité de défaut de naissance dans les circonstances actuelles. La connaissance des faiblesses génétiques permet un conseil génétique plus éclairé. Les enfants ne sont pas exposés au mauvais mariage avec les 15 000 autres porteurs de mauvais gènes associés à la tyrosinémie héréditaire de type 1. Ceci pourrait diminuer la probabilité de défaut de naissance de l'ordre de 0,4 %, ce qui est assez intéressant quand on pense que le taux normal de défaut de naissance est à 3 %. L'autre question, c'est éviter d'aller en clinique où est-ce que la congélation-décongélation augmente la probabilité de défaut de naissance de l'ordre de 2-3 %. Parfois, ils utilisent une technique avec du sperme congelé, parfois c'est du sperme frais quand il s'agit du mari. Donc, les différentes techniques, fécondation in vivo, in vitro avec injection intracytoplasmique du spermatozoïde, et dans les 3 cas, avec sperme frais versus sperme congelé, on peut regarder c'est quoi l'impact de la congélation, puis ça peut tomber vers 2-3 % de probabilité de défaut de naissance, donc c'est extrêmement important. Et ça, c'est un avantage de m'utiliser parce qu'on élimine ce risque-là, qui est, lui, très important par rapport au problème de consanguinité, lui, qui est très théorique et, en ce moment, pas réel. J'ai servi pour un peu plus de 100 enfants dans ma région, tandis que Kirk Maxey, un donneur en banque, en a fait environ 400 dans sa région. Les donneurs de banque servent surtout des hétérosexuels, alors que moi, je sers surtout des lesbiennes. La question qu'on se pose, c'est chez les lesbiennes, ils sont une plus petite communauté, alors il y a une certaine probabilité que les enfants se connaissent puis sortent ensemble, mais le risque est évident chez les lesbiennes. Les lesbiennes vont leur dire « Avez-vous la même génétique? » Chez les hétérosexuels, si un couple hétérosexuel a un enfant qui sort avec un enfant de lesbienne, puis que c'est un enfant issu de mes dons, ils vont dire à l'enfant « Il faudrait vérifier des affaires. » Mais si ces 2 couples d'hétérosexuels, ils vont peut-être toutes les 2 présumer que c'est l'enfant biologiquement de l'autre, puis ils ne vont pas faire de vérification. Alors, le risque de mariage consanguin involontaire est peut-être plus important chez les hétérosexuels, donc à cause qu'il ne va pas y avoir la révélation à l'autre à ce moment-là. Donc, à quel point est-ce que ce secret-là pèse par rapport au fait que chez les lesbiennes, c'est une plus petite communauté, alors ils sont plus proches l'un de l'autre. C'est une question qui n'a pas été étudiée par M. Gravel. Dans mon cas, j'encourage les enfants à demander un conseil génétique au moment du projet parental. Puis, s'ils le font, j'ai confiance que ma conseillère en génétique va pouvoir éviter tout mariage consanguin involontaire.